Et merci à Madame la modératrice de nous avoir donné la parole. Merci à Madame la modératrice de nous avoir donné la parole. Nous sommes Dr. Diakité Mama, hématologue clinicienne. Dans cet ordre d'idées, le thème qui nous réunit ce soir a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, et s'intitule Conduite à tenir devant une anémie. L'objectif de ce sujet est de savoir définir qu'est-ce que c'est qu'une anémie, puis faire la classification hématologique des anémies, ensuite connaître les signes du syndrome anémique, de même que savoir discuter les étiologies des anémies et enfin citer les principes du traitement des anémies. Pour mieux comprendre le sujet, nous avons adopté le plan suivant. Tout d'abord, nous allons introduire les généralités, nous allons parler des généralités, ensuite parler des signes cliniques, par ailleurs discuter les différentes étiologies des anémies, connaître l'orientation diagnostique, pour terminer par les points principaux du traitement et enfin conclure. Diapositive suivante. En guise d'introduction, nous dirons que l'anémie est une affection qui est très fréquente en consultation hospitalière. Sa prévalence dans le monde est estimée à 24,8%. Elle affecte tous les âges ainsi que les deux sexes. Elle est liée le plus souvent à un niveau socio-économique qui est défavorable, surtout au sein des populations dans les pays en voie de développement. Attention aux causes d'erreur. On peut souvent rencontrer une fausse anémie par hémodilution ou soit une anémie masquée par une hémoconcentration. Donc, la prévalence, elle est possible et elle doit être adaptée dans un contexte social, économique, aux habitudes alimentaires pour des meilleurs résultats. À savoir que toute anémie n'est pas égale à transfusion. En effet, l'anémie, elle est définie comme étant une diminution de la concentration d'hémoglobine en dessous des valeurs normales en fonction de l'âge et du sexe. Selon l'OMS, l'anémie est représentée chez un homme adulte avec un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes par décilitre. Chez la femme adulte, un taux d'hémoglobine inférieur à 12 grammes par décilitre. Chez le nouveau-né, un taux d'hémoglobine inférieur à 14 grammes par décilitre. Chez l'enfant de plus de 12 ans, un taux d'hémoglobine inférieur à 11,5 grammes. Et chez la femme enceinte, un taux d'hémoglobine inférieur à 11,11 grammes par décilitre. Et cette définition n'est valable que si le volume plasmatique total est normal. Le nombre d'hémoglobine et d'hématie n'entre pas dans la définition de l'anémie. D'accord? Donc, les paramètres fournissant en revanche des informations essentielles pour le diagnostic étiologique sont le VGM surtout et le CCMH. Donc, dans cet ordre d'idée, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'une anémie microcytaire. Une anémie microcytaire, c'est une anémie qui est associée à un VGM bas, c'est-à-dire inférieur à 80 femtolitres chez l'adulte. Une anémie macrocytaire, c'est une anémie qui est associée à un VGM augmenté supérieur à 100 femtolitres chez l'adulte. Et concernant l'anémie normocytaire, c'est une anémie qui est associée à un VGM normal entre 100 et 80 et 100 femtolitres. Par contre, l'anémie hypochrome, c'est une anémie qui est associée à une CCMH qui est inférieure à 31 grammes par décilitre ou une TCMH inférieure à 27 pincogrammes. Quand doit-on dire qu'une anémie est arrégénérative? Quand elle est associée à un taux de réticulocytes bas, c'est-à-dire inférieur à 120 giga par litre. Par contre, une anémie régénérative, c'est une anémie qui est associée à un taux de réticulocytes élevé inférieur à 120 grammes giga par litre. Il y a quelques cas particuliers qu'on peut rencontrer en cas d'hémorragie aiguë. Donc, faites attention, ne vous fiez pas immédiatement au taux de réticulocytes. Par exemple, en cas d'hémorragie aiguë, on peut avoir une réticulocytose 7 à 6 jours après. Dans le monde, selon l'OMS, 24,8% de la population est atteinte. Les enfants d'âge préscolaire sont atteints avec un taux de 47,4% et les enfants d'âge scolaire à un taux de 25,4%. En Afrique, l'enfant d'âge préscolaire est atteint à 67,6%. Ensuite, les femmes enceintes à 57,1% et les femmes non enceintes à 47,5%. Au Mali, les femmes enceintes sont de l'ordre de 52% et les enfants 31%. Le diagnostic est facile, par conséquent, il peut engager le risque vital. Donc, le traitement est d'origine étiologique. Voilà, on va faire un rappel physiologique sur l'érythropoïèse, qui est un processus de production des globules rouges dans la moelle osseuse. Les globules rouges, après, quand on prend l'hématopoïèse,
En globalité, c'est les cellules souches. C'est la cellule souche hématopoïétique qui va donner les progéniteurs, qui vont ensuite donner les précurseurs, et ces précurseurs vont ensuite donner les réticulocytes, c'est-à-dire les cellules immatures dans la moelle, qui vont maturer pendant 48 heures et ensuite migrer dans le sang pour donner les globules rouges. Voilà. Donc, c'est suite à cela qu'il y a également le remplacement à raison de 2 à 3 millions par seconde, soit 0,8 à 1% par jour. Et elle est régulée. Il y a une régulation à travers plusieurs mécanismes. Tout d'abord, la synthèse de l'érythropoïétine par les cellules interstitielles endothéliales des capillaires tubulaires du cortex sérénal. Ensuite, il survient également d'autres médiateurs tels que les hormones. On a les hormones thyroïdiennes, les hormones de croissance, les hormones surrénaliennes, sexuelles, la testostérone plus précisément, les médiateurs inflammatoires. Il faut également, donc comme je disais, il doit y avoir une maintenance et une production. Donc, les vitamines sont à type de B12 et de B9 qui font la synthèse de l'ADN, surtout pour les cellules à renouvellement rapide, telles que les cellules hématopoïétiques. On a la vitamine B6 qui intervient dans la synthèse de l'hème. La vitamine C, une absorption qui aide l'absorption du fer et l'incorporation dans la protoporphyrine de l'hème. Ensuite, il y a également les métaux qui interviennent, tels que le fer, qui est vraiment un constituant essentiel de l'hémoglobine, le cobalt, qui est un constituant du noyau de la vitamine B12, et le cuivre également qui intervient dans l'absorption du fer, ainsi que le zinc. La physiopathologie. Ceci nous permettra de parler un peu de la physiopathologie des anémies. Donc, une anémie peut être due à deux mécanismes, soit un défaut de production médulaire, qui est un mécanisme central, soit un raccourcissement de la durée de vie des globules rouges par hémorragie ou hyperhémolyse, qui est un mécanisme périphérique. Ou soit, troisième, on peut également avoir les deux mécanismes associés. Et ceci peut avoir un retentissement au niveau cardiaque, au niveau rénal et au niveau neurologique. Une illustration de cette physiopathologie, quand elle est d'origine centrale, elle peut être due soit à un manque de substrat, comme les vitamines, à une aplasie médulaire, à un dysérythropoïèse, soit à un déficit en érythropoïétine, ou soit à un envahissement ou encore une fibrose médulaire. Dans le cas où la production médulaire est normale, voire augmentée, on a les origines périphériques. Donc, on a une perte excessive à travers une hémorragie qui peut être aiguë ou chronique, et également on peut avoir des hémolyses pathologiques. Parmi ces hémolyses pathologiques, ils sont d'origine corpusculaire ou extracorpusculaire, qu'on va détailler un peu en avant. Diapositive suivante, les signes cliniques. Deux signes cliniques sont spécifiques de l'anémie indépendamment de la cause. La pâleur cutano-muqueuse qui peut être vraiment généralisée, voilà, cutano-muqueuse et conjonctivale. On a également les manifestations à type de signes généraux tels que l'asthénie, peut avoir également des vertiges, flou visuel, des troubles de la conscience. On a également des signes cardiovasculaires à type de dyspnée d'effort, une tachycardie, douleur angineuse, soit une insuffisance cardiaque globale associée avec édème des membres inférieurs ou un souffle anorganique. On peut également avoir des signes neurosensoriels, comme je l'ai déjà dit, également des signes gastro-intestinaux à type de nausée. Peut également concerner l'appareil génital par des anomalies menstruelles. Devant toute anémie, doit être recherché les signes de gravité, c'est-à-dire les signes d'intolérance, avant la prise de décision de traitement d'urgence tels que la transfusion. Quels sont les signes d'intolérance d'une anémie? D'abord, une anémie qui est sévère, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 6 grammes par décilitre, associé à un terrain à type d'âge, il faut voir l'âge, il faut voir les comorbidités telles que l'insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire associée,
et le mode d'installation. D'accord? C'est-à-dire, est-ce un mode d'installation rapide ou chronique? Ceci étant, l'anémie n'est pas en effet un diagnostic, donc c'est un symptôme imposant une recherche étiologique. Donc, concernant les étiologies, diapositive suivante, donc les paramètres nécessaires à préciser pour vraiment la recherche étiologique, c'est tout d'abord le VGM, le CCMH et le taux de réticulocytes. Ceci nous permettra de savoir où se diriger, c'est-à-dire savoir est-ce une anémie microcytaire à régénérative ou non régénérative. Concernant les anémies microcytaires à régénérative, on peut rencontrer une spoliation sanguine chronique d'origine digestive ou gynécologique. On peut avoir une carence martiale. Ensuite, une anémie d'origine inflammatoire. On peut également rencontrer un rachitisme carentiel ou au cours d'une dénutrition aussi, voilà, et également une carence d'absorption. Voilà, les carences d'absorption à type de gastrectomie réalisée ou une maladie cœliaque associée. Voilà. Concernant les anémies microcytaires régénératives, c'est les syndromes thalassémiques, haute hémoglobinopathie. Par contre, les anémies normocytaires ou macrocytaires régénératives sont de deux mécanismes. En premier lieu, les hémorragies aiguës. En second lieu, les hémolyses pathologiques. Les hémolyses pathologiques sont d'origine extracorpusculaire et corpusculaire. C'est d'origine quand on est en face d'une infection qui peut être parasitaire, un type de paludisme, qui peut être bactérienne, une septicémie à Clostridium perfringens, qui peut être d'origine immunologique ou toxique. On peut également avoir des hémolyses toxiques, c'est-à-dire quand la personne est en contact avec un serpent venimeux ou est sujet à un saturnisme. Voilà, c'est-à-dire une intoxication au plomb. On peut également avoir une hémolyse mécanique en cas de vascularité. Quand dire qu'on a une hémolyse intratusculaire ou corpusculaire, quand on a une anomalie de la membrane à type de sphérocytose héréditaire, on peut également rencontrer une anomalie de l'hémoglobine à type de drépanocytose ou les thalassémies. Il y a également des déficits enzymatiques à rechercher, tels que le G6PD ou le déficit en pyruvate kinase, ou encore l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est une hémolyse intratusculaire, mais qui est d'origine acquise. Par contre, en cas d'anémie normocytaire ou macrocytaire à régénérative, les cas d'anémie normocytaire, il faut rechercher une érythroblastomie congénitale ou acquise. Et également, il faut rechercher à travers la réalisation des médullogrammes une aplasie médullaire ou soit un envahissement médullaire. On peut encore rechercher une dysplasie ou une myelofibrose. En cas d'anémie macrocytaire à régénérative, c'est les carences ou une anémie mégaloblastique à rechercher à type de carence en vitamine B12, en folate, une dysérythropoïèse acquise ou constitutionnelle et également rechercher d'autres causes non hématologiques telles que l'insuffisance rénale et les pathologies endocriniennes. Ceci peut nous orienter par rapport au diagnostic. Concernant le diagnostic, deux paramètres sont essentiels. On a tout d'abord le diagnostic biologique, l'hémogramme à réaliser. Tout d'abord, comme je disais, on a deux paramètres pour nous orienter sur le diagnostic. On a le paramètre biologique et le paramètre étiologique. Le paramètre biologique, c'est d'abord de réaliser l'hémogramme. D'accord? Qui nous dira est-ce une anémie microcytaire, macrocytaire, normocytaire, arégénérative ou non régénérative. On vient à la recherche étiologique par les types d'anémie. Un algorithme d'orientation étiologique par rapport aux anémies microcytaires. Quand l'anémie est confirmée par l'hémogramme, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine inférieur à 13 grammes chez l'homme, un taux d'hémoglobine inférieur à 12 grammes chez la femme, associé à une microcytose avec un taux de VGM inférieur à 80 mg, femtolitres, et une CCMH basse, parce que dans la majorité des cas, l'anémie microcytaire est d'origine hypochrome, une hypochromie associée. On va doser la ferritine ainsi que la CRP.
pour écarter l'origine inflammatoire. Si on retrouve une ferritine qui est haute, avec une CRP élevée, il faut penser à une origine inflammatoire. Dans le cas où la ferritine elle est basse, il faut penser à une carence martiale. Contrairement quand on retrouve une ferritine normale, associée à une CRP normale également, il faut penser à un syndrome thalassémique. Diapositive suivante. Concernant la recherche étiologique des anémies normocytaires à régénératives, on a une anémie qui est confirmée avec une normocytose, avec également un taux de réticulocyte. Quand on a une régénération, c'est-à-dire que le taux de réticulocyte est inférieur à 120 giga par litre. Donc, avant de réaliser un myelogramme, il faut évoquer tout d'abord une dysthyroïdie, une insuffisance rénale chronique, également à explorer, une anémie inflammatoire en phase de début, ou soit une fausse anémie par hémodilution. Et si tous ces examens reviennent normaux, il faut explorer la moelle à travers la réalisation d'un myelogramme. Et quand cette anémie normocytaire est régénérative, il faut penser à une hémolyse de dosage de la bilirubine libre qui va revenir très élevé et l'aptoglobinine basse. Et également, on peut avoir des cas de régénération médullaire après supplémentation avec un VGM supérieur à 100 femtolitres. Dans les cas de macrocytose arégénérative, il faut vraiment éliminer une hépatopathie alcoolique, une dysthyroïdie, également une anémie mégaloblastique. Et concernant le diagnostic et les anémies régénératives, il faut tout d'abord penser à une hémolyse en faisant le dosage de l'aptoglobinine qui va revenir diminuer, la bilirubine libre et la LDH seront augmentées. Un examen qui est évident à réaliser est le test direct à l'antiglobuline, communément appelé test de Coombs direct. Quand on va réaliser le test de Coombs direct et qui va revenir positif, on sera face à des anémies hémolytiques immunologiques qui peut être de l'ordre d'une anémie auto-immune ou allo-immune. Par contre, si le test direct à l'antiglobuline revient négatif, test de Coombs direct négatif, on a devant nous deux types et on a cité bien avant que les hémolyses extravasculaires concernent surtout les hémolyses toxiques, mécaniques, infectieuses. Et quant à l'hémolyse intratusulaire, on retrouve des déficits en pyruvate kinase, en G6PD, soit des hémoglobinopathies, la drépanocytose ou les thalassémies, et également l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc, on va évoquer quelques points principaux du traitement. Le traitement repose sur, comme je disais, ça repose sur deux principes. Comme je disais, le principe du traitement repose sur deux paramètres. Tout d'abord, c'est le traitement de la cause à privilégier. Ensuite, il faut réparer les carences. Dans les cas d'anémie carentielle, il faut donner des supplémentations. Pour l'élément déficitaire, quand on a une carence martiale, il faut donner la supplémentation en fer. Quand on a une carence en B12 ou en folate, il faut également donner la supplémentation pour le substrat déficitaire. D'accord? Et par rapport aux anémies inflammatoires, c'est également le traitement de l'inflammation. Si c'est d'origine médicamenteuse, il faut arrêter le traitement et soit parfois on peut prescrire de la corticothérapie. Et dans les cas d'hémoglobinopathie à type de drépanocytose ou thalassémie, cette prise en charge nécessite un spécialiste. Le point le plus important à noter est que quand on veut transfuser et qu'il y a une anémie que vous avez, une personne anémique que vous avez en face et qui ne tolère vraiment pas son anémie, ce qui est très important, c'est de transfuser avec du CGR, c'est-à-dire du concentré de globules rouges et non du sang total, qui est vraiment un risque très allergène. D'accord? Et il faut transfuser que quand l'anémie est mal tolérée. Et
avant toute transfusion, il faut idéalement réaliser le bilan étiologique au préalable. Dans les cas d'anémie par hémolyse périphérique, tels que les hémolyses infectieuses ou toxiques, par exemple, si c'est comme on l'a bien cité en haut, on peut rencontrer des hémolyses mécaniques ou toxiques ou d'origine infectieuse. C'est le traitement de la cause également qui est à privilégier. Ceci étant, Madame la modératrice, cher auditoire, nous allons conclure en disant que, diapositive suivante, nous allons conclure en disant que l'anémie, c'est un déficit en hémoglobine fonctionnelle. Elle est très fréquente en pratique médicale. Le mécanisme d'adaptation est surtout cardiovasculaire. Elle peut avoir un risque vital immédiat et le mécanisme des survenus est d'origine périphérique par perte excessive, soit un déficit de production de la moelle ou elle est rarement mixte, peut avoir les deux mécanismes en même temps. Elle est d'étiologie diverses, parfois intriguée, mais très souvent accessible aux moyens thérapeutiques. Elle ne doit pas imposer des transfusions sanguines immédiates. Il faut privilégier la recherche étiologique. Bon, ici. Voici, voilà, c'est bon ici, un schéma illustratif de tous les micronutriments contenant du fer. Voilà, nous vous remercions pour votre aimable attention. Plus tarder, on va passer la parole à notre sœur Diallo. Je pense Le docteur Chili. Oui, non, c'est pas pour une question, c'est juste docteur Bachili. allez-y. C'est docteur Bachili. Comme je n'ai pas vu docteur Diallo, voilà. J'allais juste proposer, et puis voilà, on passe au sens des questions à intervenir. Sinon, si vous voulez comme ça la parole, parce que la présentation est un peu laborieuse à cause. Voilà, je sais qu'il y aura des questions, mais. Docteur Christian Dabou qui a demandé la parole. Je vois sa main qui est levée. Ok, bonsoir à toutes, à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie également la présentatrice et voilà, merci. Et voilà, moi, en tant que praticien, j'aimerais savoir à quel moment exactement, chez la femme ou sinon chez l'homme et l'enfant, on peut, sinon à quel gramme on pourrait faire passer à la transfusion, quoi. Donc, docteur Mama, vous pouvez répondre à cette question en attendant. Merci, Madame la modératrice, de m'avoir donné la parole. Merci au docteur Christian Dabou pour l'intérêt accordé au sujet. Sa question est de savoir à quel moment penser à la transfusion chez l'adulte, l'enfant et la femme, n'est-ce pas? Ben, excusez, hein, parce que vous m'excusez, docteur. Vous savez, c'est pas le même taux, je crois. Hein? Oui, oui, c'est pas le même Voilà, taux, effectivement. l'anémie n'est pas. Oui. Voilà, c'est pas voilà. Donc, c'est pourquoi je voulais savoir, quand on est chez l'homme, par exemple, à quel gramme on peut aller à la transfusion, chez la femme également, ou sinon chez l'enfant. D'accord, c'est bien noté, docteur Christian. Docteur Christian, il faut savoir qu'on se fie aux normes de l'OMS dans notre contexte. Et c'est vrai que les valeurs usuelles diffèrent en fonction de l'âge et du sexe. Donc, raison pour laquelle chez la femme, une anémie est un taux inférieur à 12 grammes, contrairement à chez l'homme, inférieur à 13 grammes par décilitre. N'est-ce pas? Mais néanmoins, une anémie qui a transfusé doit avoir un taux d'hémoglobine inférieur ou égal à 6 grammes par décilitre. Ça équivaut chez l'homme ainsi que chez la femme. D'accord? Mais également associé aux signes d'intolérance. Les signes d'intolérance, on les a cités. Par exemple, il y a l'âge qui est associé. Une femme qui est âgée de 25 ans ou une femme qui est âgée de 60 ans, déjà là, ça, c'est un terrain qui est là. D'accord? Donc, à considérer. Également, une comorbidité. Par exemple, si l'anémie est associée à des signes cardiovasculaires tels que la dyspnée, la tachycardie, on a des souffles anorganiques. Donc, elle ne tolère pas du tout son anémie. Il faut la transfuser. Et c'est aussi valable chez l'homme. Voilà. C'est les éléments de réponse que nous avons à donner au docteur Christian. Docteur Christian, est-ce que vous avez pris note du coup des réponses qu'elle vous a données? Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que c'est bon, c'est l'essentiel. Elle a dit l'essentiel, hein, ça va. Je suis satisfait. Merci. Merci. D'accord. Du coup, je vais demander à l'assistance s'il y a d'autres questions à l'Assemblée. La personne demande à savoir est-ce que devant une anémie, on doit faire une supplémentation ferrique? Devant toute anémie,
il faut privilégier la recherche étiologique. Les anémies sont multiples, sont d'origine étiologique multiple. On en a discuté. On dit que pour vraiment s'orienter sur une anémie, il faut d'abord réaliser un hémogramme. Quand on réalise l'hémogramme, les paramètres à vraiment se fier, c'est tout d'abord le taux d'hémoglobine, ensuite le taux de VGM et le taux de CCMH ou TCMH. D'accord? Et quand vous aurez ces trois paramètres, on a une anémie, est-elle microcytaire ou macrocytaire ou est-elle normocytaire? Ça, on a à travers le taux de VGM. Parce que quand on a un taux de VGM inférieur à 80 femtolitres, elle est microcytaire. Quand c'est supérieur à 100 femtolitres, elle est macrocytaire. Et quand elle est entre 80 et 100, elle est dite normocytaire. Donc, ceci vous permettra d'avoir l'algorithme diagnostique. C'est-à-dire, que rechercher pour avoir un diagnostic et un traitement. On ne peut pas, devant toute anémie, n'instaurer pas directement une supplémentation. Il faut d'abord faire la recherche étiologique, avoir un diagnostic et ensuite donner le traitement de l'étiologie concernée. C'est-à-dire, quand tu as une anémie microcytaire, qui est hypochrome, vous dosez maintenant la ferritine et que tu as une ferritine qui revient augmenter avec une CRP élevée, tu ne peux pas faire une supplémentation parce que tu es devant une anémie inflammatoire. Donc, il faut chercher une cause inflammatoire à traiter. La supplémentation n'a pas sa place ici. Mais quand tu as un taux de ferritine qui est bas, là, tu es devant une carence martiale, là, tu peux faire une supplémentation en fer. Et quand tu as une anémie microcytaire et que tu doses la ferritine qui revient normale, avec une CRP normale, il faut penser à un syndrome thalassémique. Donc, le traitement, ça sera à viser d'un syndrome thalassémique et non une supplémentation. La supplémentation n'a pas sa place dans ces cas. J'espère que j'ai bien répondu aux questions de docteur. Merci. Pamela, j'ai 5 personnes qui demandent la parole. Oui, ils peuvent parler au fur et à mesure. On va prendre 2 questions et elle répond et après on prendra les 3 dernières. Alors, Et j'ai vu, du coup, j'accorde la parole à docteur Sékou Landouré. Sékou Landouré. Oui, c'est bon. docteur, c'est quoi un problème? Est-ce que vous pouvez donner à la personne suivante en Ok. attendant? Donc, du coup, je donne la parole à docteur Dorine Edou. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au docteur Mama. Merci pour la présentation. On m'entend, s'il vous plaît? Oui, oui, vas-y. D'accord. Donc, je remercie ma collègue déjà pour sa présentation et mes salutations aux différents maîtres qui sont avec nous ce soir. J'ai une préoccupation, bon, un apport, si je peux dire. En cas d'anémie sévère décompensée et de refus de transfusion d'un patient, dans la pratique courante, docteur Mama, qu'en est-il? On n'a pas le temps de faire la recherche étiologique. Disons, on va la faire, mais vu que le malade est en décompensation et qu'il ne veut pas la transfusion sanguine, que faites-vous dans votre pratique habituelle? Voilà. Merci déjà. Et le taux de réussite? Ok, d'accord. Le docteur Abdoulaye Tamega, vous pouvez poser vos... Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie Dr Mama pour la présentation. La question, c'est par rapport au diurétique lors de la transfusion. Est-ce que dans la pratique courante, il faut toujours mettre en place une injection de diurétique avant et après une transfusion? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au délai de transfusion. Est-ce qu'il faut systématiquement, un patient qui a un taux d'hémoglobine, par exemple, inférieur à 6 grammes, en fonction de la tolérance, est-ce qu'il faut systématiquement aller à une deuxième transfusion ou est-ce qu'il faut faire un contrôle et quand est-ce qu'il faut faire le deuxième contrôle? Merci. Je ne sais pas si c'est clair, si les deux questions ont été bien comprises. S'il vous Docteur Mama, plaît, c'est bien. docteur Abdoulaye, reprenez la deuxième question. La deuxième question est, est-ce qu'il faut systématiquement un patient qui a par exemple un taux d'hémoglobine inférieur à 6 grammes et après une première transfusion, est-ce qu'il faut contrôler
direct systématiquement les taux d'hémoglobine ou est-ce qu'il faut attendre un certain nombre de temps pour faire le contrôle pour décider une deuxième transfusion ou pas? C'est bon, maman, tu as compris la question? Oui, j'ai compris la question. Ok. Merci. Ok. Du coup, ça fait 2 là. C'est ça? Tu as bien 2 questions? D'accord. Merci, Madame la modératrice, de nous avoir donné la parole pour répondre aux questions de nos collègues. Concernant la question de Dr Dorine, elle demande à savoir, est-ce que dans notre contexte, on est confronté à un patient qui vient dans un tableau d'anémie sévère décompensée avec refus de transfusion, quelle est notre conduite à tenir? Voilà. Tout d'abord, en premier lieu, j'ai jamais reçu quand même de malades venant dans un état d'anémie sévère décompensée. On peut, dans cet état-là, une anémie sévère décompensée, on peut avoir un état de trouble de la conscience ou un état de coma. Donc, il n'y a pas un refus de transfusion du patient. Dans les cas contraires, si le patient est lucide, malgré que l'anémie décompense et que la personne a un refus de transfusion, on ne peut pas obliger le malade selon l'éthique et la déontologie médicale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une autre alternative à pouvoir convaincre le malade. Mais s'il est toujours opposant, qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde l'hémogramme. Cette anémie qui décompense, elle est de quelle origine? Il faut voir l'hémogramme, même s'il y a un hémogramme qui est récent ou un ancien hémogramme, il faut s'y fier. Il faut voir, est-ce que c'est une anémie qui est d'origine carentielle? Est-ce une anémie hémolytique ou une anémie qui est due à quoi? Une hémopathie qui est due à des causes non hématologiques telles qu'une insuffisance rénale, ainsi de suite. Mais si par le pur hasard vous retrouvez une anémie qui est d'origine carentielle, on fait un test thérapeutique par la supplémentation des substrats qui est déficitaire. Par exemple, si on pense à une carence en fer, on fait une supplémentation en fer. Si c'est en B12 ou en folate, on le fait également. Donc, ça peut vraiment sauver le patient. Voici les quelques éléments de réponse qu'on avait à donner au docteur Dorine. Les chefs peuvent apporter également leur contribution après. Concernant la question de Dr Abdoulaye, il demande à savoir est-ce qu'il faut instaurer l'injection de diurétique avant ou après transfusion. Je ne vais pas retourner la question, mais je vais demander est-ce qu'il a l'habitude de faire des injections de diurétique avant la transfusion et après la transfusion? Et pourquoi? Une anémie, on ne doit pas mettre de diurétique. Parce qu'on a des édèmes? Non, les édèmes vont fondre après avoir corrigé l'anémie. Donc, ce n'est pas à cause des édèmes qu'il faut forcément mettre un diurétique. Il faut corriger l'anémie. Voilà. Donc, ça, c'est la première question qu'il a posée. La seconde question est de savoir est-ce qu'il faut systématiquement transfuser un taux d'hémoglobine à 6 grammes chez un de nos patients. Comme je l'ai dit, avant toute transfusion, si vous voyez que le pronostic vital est engagé, il faut voir certains paramètres. On a un taux d'hémoglobine à 6 grammes. Est-ce une personne âgée? Est-ce un sujet jeune? Est-ce qu'il a des comorbidités? Est-ce qu'il tolère son anémie ou pas? Et si vous avez réuni tous ces paramètres, vous avez tout à fait le plein droit de le transfuser. Ensuite, faire la recherche étiologique. Ça, c'est des signes d'urgence médicale. D'accord? Et maintenant, quand vous engagez un bon de sang pour faire une poche de sang, ce n'est pas systématique de faire le contrôle après une seule poche de sang. Attendez au moins de faire 2 poches de sang. Parce que 1 litre de sang de CGR apporte 500 grammes d'hémoglobine.
Donc, faites les calculs. Maintenant, calculez votre taux d'hémoglobine actuel et le taux d'hémoglobine souhaité et maintenant transfusez en fonction de cela. Donc, si vous voulez, vous avez un patient à 6 grammes, vous voulez obtenir un taux d'hémoglobine souhaitable à 8 grammes, calculez le nombre de poches et transfusez. Ensuite, faites le contrôle. Voilà. Merci. Ok. Donc, du coup, on va passer aux 2 autres questions du chat. On va passer du chat, autant pour moi, on va passer la parole au docteur Ali. D'accord, donc bonsoir à tous. Et, nous remercions Dr Diakité pour cette brillante présentation. Maintenant, nous avons une question assez complexe, quoi, surtout dans les milieux communautaires. Nous avons vu que dans les zones reculées où ils n'ont pas accès à l'hémogramme, ils peuvent quand même faire ils peuvent doser le taux d'hémoglobine. Si le taux d'hémoglobine est inférieur à 7 ou 8 chez les patients, ils procèdent automatiquement à la supplémentation en fer. Et après cela, après un temps, il vérifie et le taux d'hémoglobine peu à peu revient à la normale. Comment expliquer cela, docteur Diakité? Merci. On va passer la parole au médecin qui a le téléphone de la marque Samsung. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis docteur Tcherno Abdoulaye Dia du district sanitaire de Bafoussam, parce que nous, en périphérie, surtout en cette période de palu, pratiquement tous les jours, c'est des transfusions avec des enfants de 3, 4, 5 grammes. Mais on fait souvent des discussions entre nous ici. Par exemple, souvent, on transfuse des enfants, mais pour faire le contrôle, on fait souvent des jours. On dit, après transfusion, il faut attendre 48 heures maintenant pour faire le contrôle. Souvent, on fait des discussions entre nous, ou souvent, vous trouverez qu'il y a des places, mais on dit, ah, on ne peut pas libérer ce patient alors qu'il a été transfusé hier. Maintenant, donc, après transfusion, est-ce que faire le contrôle après 48 heures, est-ce que c'est toujours valide? Ce qui m'a poussé à poser cette question encore, il y a de cela un mois, il y avait un adulte qu'on a reçu dans un tableau d'anémie sévère à 3 grammes. Mais il était suivi à Bamako. Mais par faute de moins, il est revenu ici comme il est du cercle. Bon, après 3 postes de transfusion, quelques semaines, il est revenu encore. Le taux était bas. Là, on lui a expliqué clairement que là, il faut une consultation spécialisée. Mais quand on a référé le malade à l'hôpital de notre région, 2 semaines, on a reçu le même malade. Il nous dit que c'est 1 mois qu'on lui a donné. Moi-même, j'ai appelé le médecin. Bon, il m'a dit maintenant, pour faire des recherches étiologiques, que le malade a été transfusé, il faut attendre 1 mois. Bon, j'étais confus. C'était un aîné. Bon, je ne lui ai pas demandé, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire quelque chose après transfusion jusqu'à 1 mois? Donc, vous étant des spécialistes, donc si vous pouvez m'aider par rapport à ça. Donc, est-ce que le malade qui a été transfusé, est-ce que pour faire des bilans étiologiques, est-ce qu'il faut attendre 1 mois? Donc, après ces 2 questions, il y a une pratique que je vis dans 2 ou 3 maternités en périphérie. Chez les femmes très anémiées, on associe des anti-anémiques. Bon, je ne dirai pas des labos, mais souvent vous trouverez que c'est des anti-anémiques fabriqués des labos différents. Donc, est-ce que c'est conseillé de donner des anti-anémiques, des labos différents à un malade? S'il faut aller avec un anti-anémique à dose acceptée ou associer des anti-anémiques, vraiment, si vous pouvez nous donner des clarifications par rapport à ça. Donc, l'intervention a été longue, c'est pas aussi si c'est des questions ou des inquiétudes, mais je crois que mes chers maîtres ont compris. Je vous remercie. C'est bon, docteur Pamela. Ok, d'accord. Il reste 3 questions. D'accord. Il y a 3 intervenants qui posent la main. On va les donner la parole. Espérons Pamela, qu'ils je vais intervenir. Il y a également 2 questions, je pense, dans le chat.
D'accord, on Donc, la va personne. donner la parole à ceux qui ont levé les mains. Le docteur Adama Coulibaly. Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie Dr Diakité pour la qualité de sa présentation. Cependant, ma première question a déjà été prise en compte par le collègue de Bafoulavé. Maintenant, la seconde question, c'est de savoir est-ce que par rapport aux anémies d'origine périphérique par perte, le produit sanguin que nous devrons utiliser, est-ce qu'on doit privilégier le sang total ou bien le kilo globulaire ou bien le plasma? Merci. Dans la mesure où le plasma n'est pas toujours disponible, lequel des deux sera préférable concernant le sang total et le kilo globulaire? Je vous remercie. Merci, docteur Mama. Vous avez noté la question? Oui, j'ai noté la Oui. question, docteur Pamela. Alors, on va prendre la dernière question à main levée, le docteur Traoré Ibrahim. Ensuite, on prendra les questions du chat et on passera la parole au docteur Mama, puis à nos chaînes. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Bonsoir à tous les participants. Félicitations à Dr Mama pour la qualité de son intervention et salutations à nos chers maîtres qui sont parmi nous. Au fait, je voulais juste intervenir par rapport à l'indication de la transfusion et la définition de l'anémie. C'est vrai que voilà, les chiffres étaient corrects, mais c'est juste qu'il y a un cas particulier de l'anémie chez la femme enceinte et dans le postpartum, et auquel j'ai eu à consulter des papiers récents. Donc, c'est surtout dans notre contexte, si on sait que les hémorragies et puis l'anémie, ils sont la première cause de mortalité maternelle. Donc, j'ai tenu vraiment à intervenir sur ce plan-là, l'anémie de la femme enceinte et l'anémie dans le postpartum. En fait, déjà au niveau de la définition, effectivement, c'est tout autre d'hémoglobine. Bon, c'est vrai, il y a d'autres éléments à prendre en compte, mais les taux d'hémoglobine déjà, au premier et au troisième trimestre, la définition chez la femme enceinte, c'est tout taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par décilitre. Mais au deuxième trimestre, c'est tout taux d'hémoglobine inférieur à 10. Et maintenant, dans le postpartum aussi, c'est 10. Maintenant, concernant l'indication de la transfusion, effectivement, le docteur Mama a très bien répondu, c'est tout taux d'hémoglobine inférieur à 6 et aussi par rapport à la tolérance. Je tiens aussi à préciser au niveau de la femme enceinte que l'indication de la transfusion est discutée en concertation avec le gynécologue ou le médecin qui suit la femme enceinte et le réanimateur à partir du taux d'hémoglobine inférieur à 8 grammes au premier trimestre et au troisième trimestre. Maintenant, lorsqu'il y a indication de césarienne chez la femme enceinte, une indication de transfusion est à discuter avec le réanimateur et le gynécologue à partir du taux d'hémoglobine inférieur à 8 grammes par décilitre. S'il s'agit d'une grossesse gémellaire avec césarienne, ces chiffres s'élèvent à 9. Donc, indication de transfusion à discuter, césarienne, grossesse gémellaire à partir de 9 grammes par décilitre avec le réanimateur. Maintenant, dans le postpartum ou en cas d'hémorragie, il y a indication de transfusion à partir du taux d'hémoglobine inférieur à 10. Je dis bien, ces chiffres-là, c'est en cas de la grossesse et dans le postpartum. Donc, toute hémorragie avec un taux d'hémoglobine inférieur à 10 au cours de la grossesse et dans le postpartum, il y a indication de transfusion à discuter avec le médecin réanimateur. Donc, je vous remercie. C'était juste pour apporter cette donnée. Merci à tous les participants. Et s'il y a d'autres intervenants par rapport à l'anémie de la femme enceinte, ça me ferait vraiment plaisir. Et bonne suite de... Oui, merci. Merci, docteur Traoré, pour ces apports. Mama, il faut noter la question du chat, c'est celle du docteur Kola Sissé. Il dit que dans le service de pédiatrie, la transfusion est retardée au maximum tant que tous les autres recours n'ont pas été faits. Quand est-ce qu'il faut
quand est-ce qu'il faut transfuser ces enfants-là et selon lui, la transfusion entraînerait des problèmes. Donc, quand est-ce qu'il faut transfuser chez les enfants, l'indication de la transfusion chez l'enfant et est-ce que cela pourrait être cause de problèmes plus tard. Donc, du coup, je pense que tu as beaucoup de questions, je te laisse répondre. Docteur Pamela, c'est bon? Oui, c'est C'est bon, tu les peux répondre. questions qu'on peut poser. C'est bon, tu peux, oui. D'accord. OK. Merci pour la parole. On commence tout d'abord par la question du docteur Ali, c'est ça? Qui demande un taux d'hémoglobine inférieur à 7 grammes qui est associé à une supplémentation en fer. Et 2 jours après, ils ont fait une numération formule sanguine de contrôle et ils ont remarqué une augmentation du taux d'hémoglobine. C'est bien la question? Oui, oui. D'accord. Maintenant, c'est bien parce que souvent, ils sont confrontés, quand ils sont en périphérie, ils sont confrontés souvent à un problème de transfusion. Parce que comme je l'ai dit dans la présentation, faites très attention à la transfusion de sang total. À cause du plasma, il y a un risque très allergène. Donc, de ce fait, souvent, ils n'ont même pas accès également aux produits sanguins labile. Donc, ils ont plus accès aux supplémentations. Souvent, par le pur hasard, ça marche. Certainement que l'enfant avait une carence et qui a pu être corrigée par la supplémentation, d'où la régénération médulaire au bout de 48 heures. Et voici l'augmentation du taux d'hémoglobine qu'ils ont remarqué à la numération formule sanguine. Voilà. Voici les éléments de réponse apportés à la question du Dr Ali. Concernant Dr Tcherno Abdoulaye, nous le remercions beaucoup pour l'intérêt accordé au sujet. Il se trouve qu'il est également en périphérie et ils sont vraiment confrontés à beaucoup de situations. Donc, il demande à savoir, est-ce qu'après transfusion, le concept de contrôle après 48 heures, est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire après les transfusions. Comme je l'ai dit dans une de mes réponses, j'ai dit que quand on veut transfuser, il faut toujours évaluer. On a un taux d'hémoglobine actuel et un taux d'hémoglobine souhaité. En fonction de cela, on instaure la transfusion. Parce que je remarque souvent sur des bons où la personne a un taux d'hémoglobine à 7 grammes, on met des bons de 6 poches. C'est trop. Il faut évaluer. Il faut tout d'abord évaluer. Je veux un taux d'hémoglobine souhaité, la personne a 7 grammes, je veux obtenir 9 grammes. Avant cela, est-ce que je peux faire la recherche étiologique, si possible, pour voir si elle est d'origine carentielle? On peut même sursoir à la transfusion après. Ou si elle est d'autre origine, il faut faire le traitement étiologique qui va pallier à cette anémie sans transfusion. Mais si le risque est imminent et qu'il faut transfuser, donc évaluer, je veux avoir un taux d'hémoglobine à temps, donc il me faut combien de poches avant de faire le contrôle. Donc si je dois mettre 3 poches, je fais 3 poches, ensuite je mets le contrôle. Parce que surtout chez le jeune enfant, il faut faire très attention au prélèvement itératif. Prélever aujourd'hui, prélever le lendemain, il faut y sursoir. C'est des méthodes anciennes. Maintenant, les méthodes actuelles, c'est vraiment évaluer, mettre le taux d'hémoglobine souhaité, transfuser en fonction de cela et ensuite faire un contrôle pour voir s'il y a une efficacité transfusionnelle. Doit-on transfuser après parce qu'on a vraiment eu le taux d'hémoglobine souhaité, donc on sursoit à la transfusion. On n'a pas eu le taux d'hémoglobine souhaité. Quel a été le problème? L'évaluation, c'est cela.
C'est pour savoir est-ce qu'on est dans l'efficacité transfusionnelle au lieu d'aller à une polytransfusion. Donc, dans ces contextes, si tu as un taux d'hémoglobine souhaité, tu sursois à la transfusion, tu continues avec la recherche étiologique. Dans les cas contraires, si tu n'as pas une hémoglobine qui est souhaitée, il y a une inefficacité transfusionnelle, donc il faut rechercher la cause pour pallier à l'inefficacité transfusionnelle. Voici les éléments de réponse pour la première question à Dr Ndiaye. Sa seconde question est de savoir, ils ont reçu un patient avec un taux d'hémoglobine à 3 grammes qui a été polytransfusé et qui revient toujours dans un tableau de 3 grammes. Si le plateau technique n'est pas suffisant, vous avez tout à fait le droit d'envoyer le patient dans une structure qui peut faire cette prise en charge. Maintenant, il est allé dans une structure où il a été encore polytransfusé. Voici le même tableau d'inefficacité transfusionnelle. Donc, ne transfusez pas ce patient. Cherchez à comprendre quel est le problème. On est en train de transfuser, il est en train de perdre le sang. On doit faire une recherche étiologique. Est-ce qu'on est devant une anémie qui est régénérative ou une anémie qui est régénérative? Si c'est une anémie régénérative, est-ce qu'il a une anémie hémolytique? Une anémie hémolytique qui est polytransfusée, il va développer des anticorps. Son test de Coombs direct revient positif. Faites très attention, ne le transfusez pas. Cherchez à transfuser avec du sang qui est du concentré ou compatibilisé ou phénotypé. Parce que le risque vital de ce patient est en jeu. Donc, référez-le directement dans un service qui est spécialisé pour sa prise en charge. Voilà. Donc, à côté également, il a posé une autre question, à savoir, il a été confronté également à une situation où il voit des anti-anémiques, des femmes enceintes qui sont supplémentées avec 2 associations d'anti-anémiques de 2 labos différents. Le souci est que cette dame peut être en surdosage. Il y a une limite, il y a une dose aux anti-anémiques. Chez la femme enceinte, on sait qu'il y a des anémies parce que c'est une situation où il y a une expansion. Donc, dans les cas d'expansion, on peut être confronté à des légères anémies chez la femme enceinte. Pour que cette anémie ne soit pas chronique, il a été dit partout qu'il faut instaurer une supplémentation chez la femme enceinte et au cours de l'allaitement. Donc, cette supplémentation doit être monothérapie à base de fer ou soit bithérapie, association fer, sulfate de fer ou plus l'acide folique. Si les 2 associations sont combinées, régler la posologie, donnez-le à la dame. Mais s'il faut donner 2 anti-anémiques qui contiennent tous les 2, je ne sais pas qu'est-ce que ça contient. Souvent, les labos vendent des anti-anémiques qui ne répondent même pas aux normes. Donc, associer cela, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un surdosage qui peut aller à quoi? À une surcharge en fer, une hémosidrose qui va créer d'autres problèmes à la femme enceinte. Donc, vraiment, il faut surseoir à cela. Merci. C'est bon, docteur Mama, tu as répondu à toutes les questions? J'ai répondu, il me reste, je crois, 2 autres. Docteur Traoré est intervenu par rapport à la prise en charge de l'anémie chez la femme enceinte. Nous le remercions beaucoup pour son apport. Et la question de docteur Adama Koulibaly concernant la prise en charge, docteur Pamela, si vous pouvez Donc, il dit que sa première question a été déjà prise en compte, d'accord? Il a posé la question à savoir, est-ce qu'en cas d'anémie
d'origine périphérique avec une hémorragie qui est vraiment excessive, est-ce qu'il faut transfuser soit du sang total ou du plasma ou du CGR? Oui. Sang total assure soi. Il faut du concentré. Il faut du concentré en globules rouges. Le CGR, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est vraiment recommandé pour éviter les risques immunoallergiques et les risques de contamination. Voilà. Maintenant, ensuite, pour terminer par la question du docteur Kola-Cissé, à savoir que... Attends, il dit que je ne l'ai pas bien formulé, donc du coup, je vais te lire tout son test. Il dit, il dit qu'en pédiatrie, il y a certains qui ne font la transfusion que si le recours finissent, même souvent, ils refusent de la faire chez des cas d'anémie décompensée. Ils disent que la transfusion entraîne plus de problèmes que de soutien. Et qu'est-ce que tu en penses? Que de solutions. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on sait que la transfusion, quelle qu'en soit, la transfusion, elle est indiquée quand l'anémie n'est pas bien tolérée. Donc, il faut transfuser quand il y a une intolérance. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les recommandations qu'ils ont à leur porter en pédiatrie pour refuser de transfuser un enfant qui présente une anémie sévère avec des signes d'intolérance. Je ne connais pas les raisons. S'ils pouvaient mettre sur ces raisons, là, on pourrait étendre la discussion. Mais il faut savoir que ce soit le jeune enfant, que ce soit la femme enceinte, que ce soit chez l'homme adulte, la femme, il faut transfuser quand l'anémie est décompensée avec des signes d'intolérance. Ça, on convient là-dessus. D'accord, docteur? Docteur Cissé, maintenant, on dit il faut, si la personne tolère l'anémie, quel qu'en soit le taux actuel, il faut privilégier la recherche étiologique. Mais la recherche étiologique, elle est tellement facile. On n'a qu'à réaliser un hémogramme et à travers la réalisation de ce hémogramme, on fera la recherche étiologique. On engage les bilans et on fait la transfusion. On peut le faire le même jour. Voilà. Donc, je ne connais pas les raisons pour lesquelles vraiment il refuse de la transfusion ou il retarde la transfusion. Si on peut connaître les raisons, on en discutera davantage. Mais il faut retenir que, voilà, il faut transfuser en cas de besoin. Merci. Merci beaucoup, docteur Mama, pour ces réponses. Nous vous remercions tous pour l'intérêt que vous avez accordé à cette présentation. On va passer la parole à nos maîtres pour les compléments, au professeur Diallo Yacouba et au docteur Batili pour les compléments et des réponses aux questions qui ont été posées. Bonsoir, j'ai levé ma main, je n'ai pas été interrogé. Pour l'instant, on va sur soit la séance de questions-réponses, le temps, parce que vu que le temps nous est un peu imparti, pour que nos maîtres puissent intervenir et à la fin, les réponses seront apportées à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Ok, moi, c'était pas une question, moi, c'était pour apporter des réponses et ainsi des éclaircissements avant qu'on passe la parole à nos maîtres. Voilà, moi, je suis un des collègues du docteur Mama. D'accord, ok, présentez-vous et apportez et apportez, oui. Vous pouvez parler, allez-y. Okay. Très bien. Moi, c'est docteur Berthet, je suis médecin hématologiste. Oui. Alors, je voudrais remercier quand même la présentatrice, notre collègue, par rapport à l'effort fourni et surtout par rapport à la clarité de sa présentation. Alors, je vois qu'il y a une batterie de questions. Les questions étaient tellement nombreuses que voilà, c'est sûr que il y a des gens qui sont partis avec des parties non digérées. Voilà. Et je voudrais rappeler quand même que on fait la transfusion
pour assurer ce qu'on appelle la fonction oxyphorique, c'est-à-dire le transport de l'oxygène. Vous voyez? Donc, je voudrais préciser ça. Avant d'aller loin, je voudrais répondre à la question par rapport à la supplémentation martiale, qui peut être l'avant-dernière question. Et donc, la supplémentation martiale chez la femme enceinte, elle est de 50 à 100 en fer élément. Oui. Et donc, il n'y a pas besoin d'associer comment dire, des anti-anémiques. Et le fer souhaité, c'est le sulfate ferreux, c'est-à-dire le fer héminique, le fer qui est directement absorbé. Et du coup, il y a des présentations qui ne respectent pas peut-être ces posologies-là, 50 à 100, que les gens se permettent de donner deux fers. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de donner le fer ferreux, le fer héminique qui est tout de suite absorbé. Et parmi un exemple, c'est le tardiféron. Et il est toujours souhaitable également d'associer à ces fers-là et la vitamine C, qui va faciliter l'absorption. Ensuite, il y avait une autre question par rapport à je crois que c'est Bafoulabé Ali qui avait posé une question par rapport à une transfusion. Et donc, un sujet anémié à moins de 7 grammes. Et donc, ils ont mis sur, comment on appelle, sur le fer. Et 2 jours après, on reprend l'hémogramme, on trouve que l'anémie n'est plus là. Bon, moi, je pense que ça révèle, ça doit révéler une erreur ici. En tout cas, il y a un problème. Parce que la régénération, ce n'est pas en 2 jours que la moelle va régénérer. Soit il y a un problème au niveau de l'appareil qui a dosé le taux d'hémoglobine. En tout cas, il y a un problème. Parce que pour que la moelle régénère, il faut au moins minimum 5 jours. Minimum 5 jours. Et souvent, on est rapporté à 2 jours, mais ça nécessite une stimulation profonde de la moelle. Mais ici, quand on essaie de comprendre ce que le monsieur a dit, ça veut dire qu'il y avait une anémie carentielle. Et 2 jours de fer ne peut pas restaurer les choses. Donc, à ce niveau, il y avait un problème. Il y avait une autre question par rapport au contrôle 48 heures après. Le contrôle 48 heures après, bon, en fait, en principe, avant une transfusion, on doit calculer ce qu'on appelle le besoin, c'est-à-dire le taux d'hémoglobine souhaité. Oui? Berthe? Oui? Excusez-moi, okay. Pamela, est-ce que vous pouvez encourager vos collègues à rester parce qu'il y a des précisions à faire? Je vois qu'on parle de 69 à 55, donc si les gens peuvent patienter un peu pour qu'on puisse clarifier certaines choses. Je crois qu'il y a des choses à clarifier. Merci. C'est ça. Bon, OK. Je vais être court pour vous donner la parole, professeur. Voilà. Donc, j'étais où là? Vous étiez en train de parler du contrôle du taux d'hémoglobine après la transfusion. Voilà, contrôle du taux d'hémoglobine après la transfusion. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est quand tu fais une transfusion, d'abord, c'est de voir les 48 heures après, est-ce qu'il y a une amélioration en termes de signes d'intolérance? Vous voyez? Est-ce que la fonction oxygénique est assurée? Donc, si cela est assuré, donc ça donne... En fait, la transfusion même, c'est le dernier élément, quoi, en un mot, comme elle disait. Donc, lorsque cette fonction oxygénique est assurée, donc ça donne de l'espoir. Sinon, faire le taux d'hémoglobine 2 jours après, 3 jours après, bon, en fait, on peut savoir à partir du moment où on a calculé le besoin, le taux d'hémoglobine souhaité, et on sait qu'une unité de 450 cc de sang doit apporter 1,2 g d'hémoglobine, on sait ça. Donc, quand tu fais 2 unités, c'est que tu dois t'attendre après 48 heures ou bien 100 jours après. Donc, on peut imaginer ça. Voilà, donc je pense que ça ne doit pas amener à faire ce truc-là 48 heures forcément, mais ça dépend de ce que vous avez pratiqué au départ. Il y a une dernière question avant de quitter. Il y a le docteur Tamega qui avait posé la question par rapport
à la faisabilité de diurétique avant et après la transfusion. Alors, je crois que ça, c'est une pratique ancienne que les gens, voilà, s'adonnent à cette pratique toujours et qui n'a plus sa place. Vous voyez? Donc, et même en dehors de diurétiques, les gens font également les corticoïdes avant et après. Donc, ce n'est plus d'actualité. Et d'ailleurs, ce qui est encore accepté, peut-être ça, c'est les corticoïdes après transfusion et lorsqu'il y a une réaction. Sinon, ce n'est plus la peine de faire diurétique avant et diurétique après. Il n'y a pas d'indication pour ça aujourd'hui, mais après la transfusion, lorsqu'il y a une réaction, donc on est souvent amené à faire des corticoïdes. Donc, je sors du débat ici pour laisser la place à nos chers maîtres avant que les gens ne quittent la scène. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre rapport. Nous remercions le docteur Mama pour cette très belle présentation qui suscite beaucoup d'intérêt, tout en demandant aux participants d'être patients. Ils auront des réponses à leurs questions, donc il faut qu'ils restent en ligne. Cher maître, vous avez à présent la parole pour les... Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Pamela. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis le professeur Yacouba Lazare Diallo, je suis hématologue. Je suis un hématologue bioclinicien. Je suis à l'hôpital du Mali. Beaucoup peut-être me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Et je voudrais d'abord saluer cette initiative qui est très salutaire parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de promotions aient eu cette idée. Et je voudrais surtout vous saluer pour avoir pris une thématique qui, les deux présentateurs nous ont bien dit que c'est une situation assez fréquente, mais malheureusement, c'est une situation très mal comprise aujourd'hui. Et je me rends compte à travers les questions qu'il y a lieu qu'on essaie d'apporter quelques édifications. D'abord, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Anémie ne veut pas dire carence en fer. Et ce narratif, il faut qu'on le corrige. Les délégués Konaté, il faudrait parler à vos chefs, s'il vous plaît. Et moi, je pense qu'il faut enlever le mot anti-anémique. Je trouve que c'est un peu incomplet et c'est un peu une déviation. Et c'est ce qui conduit beaucoup dans l'erreur et dans nos pratiques. Plus de 60% des patients que nous recevons dans un tableau d'anémie sont soit sous fer pendant des mois ou sont en train ont déjà pris du fer. Donc, ce sont des choses pour dire que souvent le fer peut être délétère pour les malades. Donc, le fer n'est pas le traitement de l'anémie, mais le fer, c'est le traitement d'une anémie due à une carence en fer. Donc, quand il y a une carence en fer avérée, vous avez le droit de mettre ce patient sous fer et à des bonnes doses. Alors, pour ceux qui sont en périphérie, moi j'ai fait Yanfolila vers les années 2001 à 2004. Je sais que même avoir l'hémocus, c'était, comment dirais-je, un luxe pour nous. Les carences en fer, il y a des signes cliniques qui sont pathognomoniques et vous pouvez déjà vous baser sur l'interrogatoire et savoir si, par exemple, le malade a il y a une notion de géophagie. En ce moment, vous pouvez mettre du fer. Mais tant que vous n'avez pas la preuve, il faut se méfier de donner du fer comme ça. Parce que vous pouvez ne pas servir le malade et vous pouvez compliquer aussi la tâche pour nous. Je donne juste d'illustration. Le fer qu'on nous a présenté, on nous dit que c'est autour de 2000. Mais si vous mettez le patient en surcharge, la chélation du fer en surcharge, vous savez combien ça fait le flacon? Et les molécules qu'on a sur le marché et qu'il faut souvent chercher, ces molécules, au moins, il faut aller à 30 000 comme ça. Et un patient peut avoir 2 flacons et il faut l'étendre, par exemple, sur 2-3 jours
Et donc, vous pouvez vous-même deviner. Donc, ça, c'est une première mise au point que je voudrais faire. Il y a aussi un autre point. On ne transfuse pas un taux d'hémoglobine. C'est vrai, dans la théorie, il y a certaines situations pathologiques où on dit qu'il faut anticiper. Par exemple, les patients qui font une chimiothérapie, quand le taux d'hémoglobine est à 8 grammes, on dit qu'il faut anticiper parce qu'après la chimiothérapie, on s'attend à ce que le taux d'hémoglobine baisse. Les patients qui ont une insuffisance cardiaque, par exemple, on conseille de maintenir le taux d'hémoglobine à 10, comme les femmes enceintes, comme quelqu'un vient de le dire. Donc, hormis ces situations particulières, chaque cas est à discuter. Vous pouvez avoir un patient qui a 1 gramme, mais qui est sur pied. C'est surtout dans les carences en fer. Donc, si vous commencez à transfuser tout le monde, ça peut créer des situations avec non seulement les troubles immunologiques qui peuvent accompagner, mais également, ça peut brouiller les pistes pour ceux qui vont prendre en charge après ces patients-là. Donc, je voudrais donner cette précision. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, transfusion en urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'intelligence qui va marcher là, et surtout les moyens, votre cadre de travail. Par exemple, quelqu'un qui est à Bafoussam, je ne suis pas sûr qu'il soit à mesure de faire un bilan même martial là-bas. Donc, c'est le réflexe. Et le réflexe doit être quoi? Sauver le patient. Maintenir ce patient en vie avant qu'il puisse aller dans des structures mieux équipées pour un traitement, pour une démarche diagnostique bien élaborée. Donc, en ce moment, il faudrait raisonner avec votre intelligence et peser chaque geste, les pour et les contre. Batili a déjà répondu dans le chat. Diurétique, bon, je vois toujours certains faire cette pratique. Je ne sais pas en quoi ça se justifie, sauf si c'est des polytransfusés. Et voilà, je ne sais pas trop. Ça ne se justifie que s'il y a un risque d'OAP, comme Batili l'a déjà dit. Macrocytose isolée, il y a quelqu'un qui avait posé la question dans le chat suite à une allergie. Et là, il faudrait aller à la recherche étiologique. La macrocytose, en réalité, ne veut pas dire grand-chose. C'est la taille du globule rouge qui est plus grande que la normale. Et la microcytose, en termes simples, c'est des globules rouges qui ont une taille inférieure à la normale. Donc ça, il y a des facteurs qui interviennent et qu'il faudrait prendre en compte dans l'analyse. Je voudrais rebondir sur la question de Dorine en suscitant une question. Vous avez un patient en urgence et ce patient en urgence, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge? Est-ce qu'il faut d'abord faire la recherche étiologique ou qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver? Et moi, je vais compliquer la situation. Et si se trouve que ce patient est un témoin de Jéhovah, et pour ceux qui ne savent pas, les témoins de Jéhovah, c'est un courant religieux qui s'oppose totalement à la transfusion. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, et pour répondre, je vois que quelqu'un a mis dans le chat beaucoup de propositions et là, je voudrais clarifier. J'ai comme l'impression qu'on fait un peu le mélange entre l'anémie et tout ce qui est trouble hématologique. La personne a proposé, par exemple, l'acide aminocaproïque, quoi encore? Et la personne a proposé l'acide tranexamique, la ventilation hypoxique, la transfusion allogénique. Bah, je trouve que c'est beaucoup plus théorique ici. L'acide tranexamique n'a d'indication dans l'anémie que s'il y a un saignement. Et il faut voir aussi les sites de saignement.
Si c'est une hémorragie qui survient, qui est due à l'hémostase primaire, ou si c'est la fibrinolyse, la phase terminale, ou c'est au niveau de la phase de la coagulation. Donc, en ce moment, vous pouvez aider le malade en arrêtant la cause de la déperdition en hémoglobine. En ce moment, on peut, oui, dire qu'il y a des cas. Quelqu'un qui a une anémie hémolytique, qui ne saigne pas, pourquoi vous allez lui mettre un produit qui ne le servira pas à grand chose? Donc, je pense qu'il faudra clarifier ça dans votre tête. Et je vois que aussi on a un petit souci dans la différenciation même des produits sanguins labiles. C'est quoi un produit sanguin labile? C'est en fait des composantes du sang qu'on essaie de mettre à part. Il y a les concentrés globulaires, il y a les concentrés de plaquettes et il y a le plasma qu'on met à côté et qu'on va congeler. C'est ce qu'on appelle le plasma frais congelé. Alors, dans le cas de l'anémie, qui est une perte, comme maman l'a bien défini, qui est une diminution du taux d'hémoglobine, le plasma n'a aucun rôle. OK? Les concentrés de plaquettes n'ont aucun rôle. Sauf si il y a d'autres facteurs associés qui interviennent qui peuvent expliquer la cause de la déperdition. Donc, il faudra en tenir compte. Alors, il y a quelqu'un qui a dit la recherche étiologique, Bathily a bien répondu. On peut chercher la cause, mais il faut toujours avertir le médecin ou le biologiste qui va faire le post-analytique, c'est-à-dire quoi? Il fait les analyses et il interprète. Il faut l'avertir que vous avez déjà transfusé ce patient ou que ce patient a déjà bénéficié d'un traitement qui peut modifier les constantes. Donc, cela va l'aider dans la démarche étiologique, dans la recherche, disons, dans la conclusion de ces analyses. L'association de deux anti-anémiques. Moi, je voudrais bien comprendre, c'est quoi, qu'est-ce que la personne veut dire par deux anti-anémiques? C'est Dr Thiro. Vous pouvez nous donner deux exemples de ces anti-anémiques-là? Est-ce que Thiro est là? Oui, docteur. Oui, docteur. Oui. Bonsoir, professeur. Oui. Voilà, donc, au fait, oui, bon, comme je ne voulais pas... Oui, ça va, Dieu merci. Bien. Au fait, souvent, ils donnent, par exemple, Totema et ensuite Tardiféron, où vous allez voir souvent ces Totema et faire acide folique qu'on vend au niveau de nos bébés. Voilà. OK, d'accord. Ça, je suis content et à l'aise dans cette précision. Effectivement, le Tardiféron, le Totema au fer acide folique contiennent tous du fer, donc ce n'est pas la peine de les associer. Mais par contre, on peut bien associer le fer et l'acide folique. Pourquoi? On sait qu'au cours de la grossesse, les besoins en fer augmentent parce que les besoins sont doubles pour la maman et pour le bébé. Mais l'acide folique doit être donné systématiquement parce que l'acide folique intervient dans la formation du tube neural. Donc, c'est un élément qui est beaucoup plus conseillé dans ce genre de situation. Donc, le fer plus l'acide folique peuvent être donnés effectivement. Donc, mais donner deux fer n'a aucun sens. Et j'ai aussi constaté quelque chose. Il y a des gens qui se mettent tout de suite à donner du fer injectable aux patients. C'est une pratique qui est en train de se répandre, surtout quand les délégués viennent et disent, bon, moi j'ai du bon fer, il faut donner du fer injectable. Non. Le fer injectable a des indications très, très limitées. Et c'est surtout en gériatrie où on a des problèmes d'absorption qu'on conseille le fer injectable. Mais tant que la personne mange, la personne n'a pas un autre problème, les fers injectables, vraiment, il faut s'en passer. OK? Alors, dans
le chat, je vois aussi il y a des trucs. Alors, celui qui a parlé de la transfusion allogénique, je ne suis pas sûr qu'on comprenne de la même manière la transfusion allogénique. Landouré, qu'est-ce que vous voulez dire par transfusion allogénique? Vous l'avez mis dans le chat, mais votre micro est toujours fermé. Je ne sais pas, Pamela, est-ce que vous pouvez ouvrir son micro pour lui? Parce que souvent, ça... Oui, c'est Ablaï. En fait, je pense qu'il devrait se déconnecter pour se reconnecter. Ah, sinon, Dr. Landoré, vous nous entendez? Non. Il avait initialement expliqué qu'il y avait des difficultés à activer son micro. OK, donc c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà. C'est pas un problème. Et ce que je voudrais dire, il y a un phénomène récent, surtout pour ceux qui sont en périphérie. Et l'année passée, j'ai voulu attirer l'attention du président de l'Ordre des médecins là-dessus. C'est qu'il y a un phénomène où on a des anémies hémolytiques qui sont le plus associés à des syndromes hémorragiques. Et ces anémies hémolytiques, moi, j'avais fait l'observation chez 3 patients qui sont venus à peu près à la même période. Et ces 3 patients avaient les mêmes histoires pratiquement, avoir reçu des antipaludiens, notamment les dérivés de l'artémisine, et qui, après quelques jours, avaient fait des hémolyses massives qui ont même entraîné une insuffisance hépatocellulaire avec une insuffisance rénale. Donc, pour ce genre de patients, tant que vous avez la possibilité de retarder la transfusion, je vous conseille vivement de le faire parce que la transfusion va aggraver le tableau. Et malheureusement, les patients qu'on avait vus qui ont développé l'insuffisance rénale, ceux qui sont même allés à la dialyse, la plupart de ces patients, on les a perdus. Mais ceux qu'on a pu retarder la transfusion, chez lesquels on a retardé la transfusion, Dieu merci, on a pu les récupérer. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'anémie hémolytique, vous allez voir sur le plan clinique, déjà, ça va vous orienter. Il y a l'hémoglobinurie qui va entraîner une décoloration des urines. Donc, vous allez avoir des urines plus foncées. Il y a l'ictère qui est là. Donc, une fois que vous voyez ça associé à l'anémie, il faut lever le pied un peu sur les transfusions. Et ce que moi j'avais fait, c'était vraiment une bonne hydratation et j'avais donné de l'acide folique. Et l'acide folique, j'étais parti à une dose maximale et avec 3 grammes, disons 1 gramme 500 même matin et soir. Et ça a permis de pouvoir corriger un peu la situation. Donc, ça voudrait dire quoi? Qu'il faut être prudent quand vous avez, surtout en cette période de palud où l'hémolyse est massive également dans les syndromes palus, il faut éviter autant que possible de mettre la transfusion en première vue. Et tant qu'il n'y a pas les signes d'intolérance, je vous conseillerais de voir un peu. Alors, il y a également un vocabulaire qu'on entend, un narratif qu'on entend. Les gens disent souvent que quand un patient est anémié, qu'il ne faut pas l'hydrater. Et la plupart du temps, c'est le même narratif qui vient parce qu'il y a un risque d'hémodilution. Non. Quand il y a le besoin d'hydrater un patient, l'anémie ne contre-indique pas l'hydratation. OK? Donc, si vous devez hydrater votre patient, hydratez-le correctement. Ce n'est pas ce qui va décompenser votre anémie, sauf s'il y a un 3e secteur. Par exemple, chez les femmes enceintes, pourquoi le taux d'hémoglobine est vu à la baisse? Parce qu'il y a un 3e secteur qui est là. Les grands brûlés, les polytransfusés, ceux qui ont eu des transfusions massives, effectivement, on peut avoir des cas d'hémodilution dans ces cas, mais ce n'est pas l'hydratation qui va entraîner une hémodilution. OK? Alors, combien de temps d'inefficacité transfusionnelle?
Alors là, je pense que la question est simple et c'est l'évaluation. C'est pourquoi on vous dit de faire des contrôles après une ou deux poches parce que vous attendez à un gain. Mais si vous transfusez deux poches pour quelqu'un qui a 5 grammes, vous faites le contrôle. Au lieu d'avoir 7 ou 8 grammes, vous avez 4 grammes. Donc, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Donc, c'est pourquoi il faut faire énormément attention avec les transfusions itératives. La transfusion, je dois le rappeler que c'est un acte médical et médico-légal. Et il faut éviter de transfuser le plus souvent, si c'est le plus longtemps que possible. Alors, je m'excuse de parcourir très rapidement les messages qui sont dans le chat parce qu'il y a certains qui sont arrivés après moi. Alors, je vois, voilà, les autres, c'est beaucoup plus de contributions. Je crois qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions. Et je voudrais terminer en disant ceci. L'anémie est un sujet d'actualité. Comme quelqu'un l'a dit, c'est un sujet très transversal. C'est un sujet qu'on retrouve à tous les niveaux, que ce soit la pédiatrie, la gynéco, que ce soit la médecine interne, en chirurgie. On est confronté au quotidien à ce problème-là. Mais le problème, c'est que l'anémie est très mal comprise. C'est une situation qui est très mal comprise. Et vous avez vu déjà que les questions que cette situation a beaucoup suscité. Et dans notre contexte aujourd'hui, le diagnostic n'est pas facile. Maman a effleuré quelques cas, mais autant que possible, si vous pouvez les référer, ça nous rendrait beaucoup plus service avant de brouiller les pistes, parce qu'une fois qu'on est à un certain niveau, même la prise en charge va être délicate. Pourquoi on essaie ou on encourage le plus souvent les bilans? Par exemple, un patient qui est susceptible d'être transfusé plusieurs fois, on va conseiller beaucoup plus le sang phénotypé, mais il faudrait qu'on dispose déjà du phénotype de ce patient avant la transfusion. Parce que quand on transfuse le malade, il faut attendre à ce que déjà le sang apporté soit éliminé totalement. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut attendre au moins un mois, 45 jours pour pouvoir faire les autres tests spécifiques. Mais cela n'empêche pas de faire le bilan. Donc, ça dépend des tests spécifiques qu'on veut faire. OK? Donc, je précise cela pour que les gens ne continuent pas à dire qu'on a transfusé un malade qu'on va retarder. Non. Et je tenais à remercier Maman qui m'a associé à cette présentation et à toute la 7e promotion du numerus clausus. Et pour dire que je reste disponible, mon téléphone est constamment ouvert. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, vous pouvez les poser à Maman ou vous pouvez aussi me les poser. Mon téléphone est constamment ouvert. Et je pense que je vais vous laisser même mon numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez envoyer vos questions éventuellement s'il y en a, ou on peut, s'il y a des avis, qu'on puisse les donner rapidement. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que voilà ce que je voulais ajouter comme complément. Merci C'est beaucoup. pas, voilà. Merci beaucoup, professeur, pour ces apports. Ils ont apporté beaucoup d'éclaircissements à nos questions. On va passer la parole au docteur Batili Moussa. Il a déjà apporté beaucoup d'éclaircissements sur le chat. Maintenant, s'il voudrait rajouter oralement. Docteur Batili. Yalkoy? Oui. Je ne sais pas si le docteur Batili. Je ne le vois pas. Il n'est pas parti. Il Est-ce est là? qu'il doit être parti? Oui, Non, je non, vois. je vois, il est là, il est là. Oui. Oui, Docteur allô? Batili, vous avez la parole. Pardon, j'avais un problème de micro là.
Ça, c'est vrai. Bon, moi, je n'aurais pas grand-chose à dire, hein, le patron a parlé. Voilà, je pense qu'il a fait un ramassé de toutes les questions ainsi qu'au niveau du chat. Moi, j'avais essayé de répondre à certains par chat. Je pense que, voilà. Mais il y a le gars de Bafoulabé où je n'arrive pas à entrer en contact directement avec lui pour essayer de le faire comprendre. Tout a été dit. L'anémie, ce n'est qu'un sujet où tout le monde peut intervenir, mais c'est un signe et non un diagnostic, comme l'a dit le professeur. Donc, ce n'est qu'un signe, c'est comme quelqu'un qui présente une fièvre. C'est un thème très intéressant. Alors, vu l'engouement en cassation, moi, je pense que Allô? Il y a également des soucis de connexion. donc, moi, j'aurais souhaité quand même qu'on essaie de comprendre l'hémogramme et revenir à l'anémie. Tout a été dit, ça nécessite tellement de questions et de compréhension, mais malheureusement, le sujet est mal compris. On regarde le taux d'hémoglobine à l'hémogramme et on se met à transfuser. Donc, j'ai essayé de répondre au chat à certains, mais le gars de Bafoulabé, s'il peut entrer en contact avec moi, on pourra bien échanger pour comprendre, pour essayer de lever certains équivoques à son niveau. Oui, cher Voilà. maître, je suis là. Après, si vous pouvez balancer le numéro, ça me fera plaisir. D'accord. Oui, docteur. Allô? Je pense qu'on a des soucis de connexion. Allô? Oui, oui, on vous entend. Oui, cher maître, je suis là. Docteur Dieng, Docteur Oui, Dieng, si. Docteur Docteur Dieng, Tcherno il y a un Abdoulaye, problème de réseau. si je peux avoir les Ah, contacts, ok. ça me fera plaisir. Le contact, D'accord, il n'y c'est a pas de souci. 70 51 99 17. 60? Le contact de professeur Diallo, c'est 70 Oui, 51 99 51 99 17. 17. Ouais. Voilà, donc j'avais sa carte de visite. On a fait une formation raisonnable depuis 2016 là. Bon, j'ai perdu la carte, quoi. Voilà. Docteur Batili, vous avez terminé? Vous aviez terminé? Non, comme il y avait des choses. Non, non, en fait, c'est un souhait. Moi, je ne fais que vous féliciter et demander à la promotion une séance d'hémato par rapport aux anémies encore, ainsi qu'à l'hémogramme d'abord, puis D'accord. anémie, ou en réalité la transfusion. Et on va essayer d'associer les transfusionnistes pour essayer de bien aider ces thèmes. Parce que quand on parle d'anémie, c'est la transfusion qui vient au premier plan, alors que la transfusion, ce n'est qu'un traitement de soutien, mais pas un traitement étiologique en tant que tel. Voilà, comme l'a dit Dr Diallo, quelqu'un qui a 1 gramme peut ne pas être transfusé que quelqu'un qui a 8 grammes qui a besoin d'être transfusé. Donc, il y a tellement de nuances, il y a tellement d'incompréhension, mais c'est en fonction des bouquins et en fonction de ce qu'on a appris. Parce que si on dit anémie sévère, il faut transfuser obligatoirement, non, nous les hématos. C'est en fonction du terrain et en fonction de la tolérance surtout. La tolérance et le terrain. La transfusion n'intervient que de ce côté. Et d'après les gars de Bafoulavé, non, on transfuse, on ne va pas attendre 1 mois pour la recherche étiologique, mais ça dépend de quelle cause. Si on pense à une drépanocytose et qu'on vient d'être transfusé, il faut attendre au moins 3 mois avant de faire l'électrophorèse. Donc, c'est en fonction du terrain. Merci à la promotion. Je ne serai pas long derrière le docteur Diallo, le professeur Diallo. Et moi, je vous encourage. Je reste disponible. J'ai mis mon numéro sur le chat. Et puis, on verra. Le gars de Bafoulavé peut me contacter. Je vais échanger avec lui. Il n'y a pas de souci. Félicitations à vous et on Merci beaucoup, Docteur Batili. Je pense qu'on est tous d'accord. Le sujet a suscité beaucoup d'intérêt. On espère avoir apporté les réponses aux questions des uns et des autres. Nous vous remercions également pour les différentes contributions. Nous remercions infiniment nos maîtres pour les apports. Nous vous présentons nos sincères excuses pour le démarrage un peu lent dû à des problèmes indépendants de notre volonté. Nous félicitons le docteur Mama pour cette brillante présentation. Également le monsieur Mohamed Kanake, j'espère que j'ai bien prononcé cette fois, pour la présentation du fer. Donc c'est le Ferex Forte, la présentation sirop et la présentation orale. Au thème de cette présentation, donc du coup, nous espérons avoir apporté des réponses à vos questions, aux questions des uns et des autres. N'hésitez pas à
continuer à les poser sur le chat. Nous remercions infiniment le bureau de la formation médicale continue d'être aussi actif pour nous édifier. Ces samedis soirs mensuels sont très intéressants. Nous tenons enfin à remercier les différents membres de la 7e promotion qui sont actifs de par l'acceptation de faire les présentations. Avant de conclure, j'aimerais remercier le bureau de m'avoir choisi pour modérer ce soir. Je ne pense pas avoir donné mon nom au début. Je suis le docteur Sami Zapamila, néphrologue de formation. À tous et à toutes, je souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci beaucoup, Pamela. Juste avant que les gens ne se déconnectent, il est habituel que la promotion demande, avec la permission de nos maîtres, d'activer les caméras pour faire une photo de famille. Voilà, merci d'activer vos caméras pour faire la photo. Respond, tu es en charge, je crois. Oui, activez les micros, je m'en occupe. Et je vais dire. Ah, je ne suis pas sûr qu'avec le micro, tu vas avoir ce qu'on cherche. S'il vous plaît, j'aimerais vous demander déjà un service ici, s'il y a une possibilité. Oui, Vous me recevez? oui, c'est... On vous écoute. On vous écoute? Oui, moi, c'est Dr Bokit Abdelkarim. Je ne suis pas docteur, je suis étudiant encore. J'aimerais savoir, est-ce que dans les espèces de ce genre, comment on doit avoir les liens? Moi, une personne m'avait envoyé déjà, c'est une bonne occasion pour moi de participer. Et je vous en remercie en passant. Et prochainement, si vous passez faire des meetings pareils ou des espèces, comment avoir déjà les liens pour participer? Est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp ou bien Telegram pour que j'accède à ce genre d'espèces? Alors, merci beaucoup. Ça ne doit pas, je ne sais pas si l'équipe de communication peut répondre à ça. Sinon, nous avons une phase Facebook, Twitter également, où nous mettons le lien pour la connexion de chaque mois. Également dans différents groupes WhatsApp de la promotion, mais aussi d'autres promotions. Donc, ce qui va être plus facile, c'est de se connecter à travers les phases Alors, Facebook. je vais très rapidement lui poser une question. Comment est-ce qu'il a reçu le lien de cette rencontre? Est-ce que tu as fini pour les photos d'abord pour laisser les professeurs partir? Oui. C'est bon pour la photo? Oh, Si c'est bon, on peut laisser les... C'est bon, j'ai les photos. Ok, merci beaucoup, professeur Diallo et docteur Bachili. Nous remercions. Oui. Merci, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas, sans que vous aurez besoin de moi, je reste à votre disposition. Merci et surtout courage à vous. Merci. Merci bien. Merci. S'il vous plaît, vous avez parlé d'un compte Facebook. Est-ce qu'on pourrait avoir déjà les liens de Facebook ici avant que vous ne quittiez? Oui, je vais mettre ça dans le lien tout de suite. Je vais mettre ça dans le chat. Merci. Donne-moi juste 2 secondes. Ouais. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, et vous dites aussi que vous avez une page YouTube. Est-ce que vous pouvez aussi nous partager le lien?